un ex-bagnard obsédé par l'idée de se racheter une place dans la société. Et bah c'est chiant, ce film qui essaye de faire le renouveau du cinéma français ou qui essaye de démarrer aussi du blockbuster français, c'est pas particulièrement passionnant. Cet Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richet, qui avait réalisé les 2 volets des films Mérine, et qui avait réalisé un autre film, vite fait, une comédie, je crois, entre-temps, en 2015, mais dont presque personne n'avait parlé. Et autant ces films Mérine étaient vachement bien, autant l'Empereur de Paris, là, Ouais, déjà j'ai du mal à comprendre le titre. Il y a un personnage à un moment dans le film qui appelle Vidocq l'Empereur de Paris, et à ce moment-là précis du film, je fais « Pourquoi ?» Pourquoi l'Empereur de Paris? Enfin, oui, il est efficace, mais enfin... L'Empereur? Vraiment? Peut-être que c'est historique, cela dit, hein, j'en sais rien. Mais si c'est le cas, je trouve que c'est pas très bien présenté. Et c'est ça principalement, c'est que le film ne pêche pas par manque d'audace ou de moyens, parce que les moyens sont là, et ils essayent de faire les images qu'il faut, et le film essaye d'avoir de la gueule. C'est le script qui va pas, à mon sens. On nous vend pas assez bien cette histoire pour que ça puisse nous captiver et rattraper le côté assez mou, en fait, global du reste. L'histoire, donc, de l'Empereur de Paris se déroule aux alentours de 1800 et quelques. On commence en 1805, je crois, mais on passe quelques années ensuite. Et on suit donc le personnage de Vidocq qui a échappé au bagne à Toulon au début du film, qui retourne à Paris pour essayer de se faire une vie et qui se voit obligé de replonger dans son ancien métier, c'est-à-dire inspecteur de police qui met aux arrêts tous les criminels, tous les truands, etc., etc. Puisqu'il les connaît tous, il connaît leurs contacts, il connaît le milieu, il connaît où est-ce qu'il peut, les endroits où il faut aller, etc. Donc il est très très doué pour les arrêter. Et il essaye de les arrêter dans ce film avec un gang, plus ou moins, qu'il a formé, avec un ami par là, une prostituée par-ci, un soldat dans le coin, enfin, voilà, une espèce de petit gang qu'il essaye de se créer comme ça, dans son coin, pour essayer d'avoir une lettre de pardon pour les divers crimes qu'il a commis. Ce que j'arrive pas trop à comprendre, parce qu'il a pas l'air d'avoir du mal à vivre sans sa lettre de pardon, donc je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il s'emmerde à ce point-là. Toujours est-il qu'il va reprendre du service, mettre des criminels sous les barreaux, ce qui va lui attirer l'intérêt et les foudres d'un ancien compagnon du bagne, un certain Nathanaël, qui va essayer de faire jouer plus ou moins une relation pour faire plus ou moins valoir un truc. Mais en fait, voilà, on en vient au nœud du problème, en fait. Rien de tout ça n'est important, et rien de tout ça n'est présenté de façon à être importante. Pour vous donner un exemple, pendant une bonne partie du film, on va nous faire croire que c'est un autre personnage qui va être le méchant principal du film, qui s'appelle Maillard. Et lui, ils essayent de mettre en place vraiment tout ce qu'il a de pas bien et qui en fait un salaud et qui fait qu'on devrait avoir envie de voir cet antagoniste à notre protagoniste chuter en fin de film. Le problème, c'est que c'est une fausse piste, et au milieu du film, il disparaît pour qu'on aille sur l'autre personnage. Et en fait, l'autre personnage, il a jamais été assez bien introduit, en fait. En tout début de film, ils ont pas assez de relations, tous les deux, ils ont pas assez de dialogue, ils ont pas assez d'interaction entre les deux pour qu'on mette en place qu'ils ont une amitié entre Vidocq et Nathanaël. Ce qui veut dire que quand ça revient en jeu à peu près au milieu du film, tu vois pas un espèce de grand drame tragique, oh mon dieu, il se bat contre son ancien ami, etc. Non, enfin c'est un mec qu'il a croisé au bagne, et le mec estime pour ça qu'il devrait quelque chose l'un à l'autre ou un truc dans ce genre-là. Et le seul point qui va essayer de mettre en avant à quel point Nathanaël est un ennemi, dans la seconde partie du film, va être avec un autre personnage qui, pareil, a été beaucoup trop mal introduit pour que ça ait l'air important. C'est un personnage qu'on découvre en début de film, qui a l'air plus ou moins criminel, mais lui, ça va, c'est pas grave. Vidocq l'aime bien, donc c'est pas grave, on peut le garder. Bon, cela dit, c'est un ancien criminel lui-même, donc peu importe. Mais en fait, on l'a rencontré comme ça, en tant que vite fait ancien criminel. Et après, vite fait, il y a eu une scène, une soirée entre ce personnage et Vidocq. Et ensuite, ils sont d'un seul coup en train de faire une réunion entre Vidocq et son équipe qu'il est en train de commencer à former, et le personnage est là, dans le coin. Et c'est tout. Et du coup, tu sens pas du tout qu'il y a une relation particulièrement privilégiée entre ces deux personnages, entre Vidocq et ce personnage. J'essaye de rester vague pour essayer de pas trop spoiler, mais c'est, voilà, ce personnage. Et du coup, quand ça doit devenir quelque chose d'énorme et de tragique, ce qui se passe entre Vidocq et ce personnage-là, eh ben, je suis désolé, il manque tout l'impact, il manque tout le poids, et ça ne permet pas du coup de rendre le personnage du méchant encore plus salaud. Les autres personnages qui sont dans l'entourage de Vidocq, de son espèce de gang là,
pareil, ils sont vraiment pas très développés. Et le seul personnage finalement pour lequel j'ai eu une petite peine, enfin j'ai eu un petit peu mal pour lui et je trouvais que non là quand même c'était un peu triste et c'était un peu salaud. C'est le personnage du duc qui est joué par James Tyree. Le personnage qu'on appelle le duc a un fils. Et évidemment s'il arrive quelque chose à son fils, bah même s'ils ont été assez survolés pendant tout le film, le simple fait qu'il y ait un rapport père-fils, ça c'est un rapport que tout le monde peut comprendre. Enfin, qui peut s'illustrer extrêmement facilement juste avec le comportement du père avec son fils. Et du coup, quand la relation entre les deux est mise en danger, mise en tension, tu le sens. Et ça se ressent à l'intérieur de toi. Mais tous les autres personnages, aucune de ces tensions, aucun de ces rapports entre les protagonistes et les antagonistes, rien de tout ça ne fonctionne. Enfin, pour moi, c'est toujours passé tellement, survolé, quoi. C'est vraiment tellement peu abordé que ça n'a jamais l'impact nécessaire pour te donner envie de faire avancer l'histoire ou pour te faire ressentir quelque chose quand l'histoire avance, tout bêtement. Ce qui est quand même vraiment particulièrement mal foutu, je trouve. Et ça fout en l'air absolument tout le récit qui peut être fait par ce film parce que tu comprends pas l'intérêt et les guéguerres entre chacun et ça a peu d'importance en fait. Tu comprends pas pourquoi Vidocq fait ce qu'il fait. Bon, en dehors bien sûr de la lettre pour se faire pardonner, mais Paris a pas l'air d'être un coupe-gorge, en fait, dans ce film. C'est ça le truc. Tu ressens pas une ville qui souffre de criminalité, ou tu ressens même pas la criminalité que les criminels imposent à la ville. Les criminels qu'on voit vraiment dans le film imposent à la ville. Tu vois vite fait des pickpockets, filmés d'ailleurs exactement comme dans le film Pickpocket, parce qu'évidemment, on peut pas s'empêcher de faire un film français sans faire une allusion à ce genre de choses. Donc il y a évidemment des plans de caméra qui baissent pour qu'on voit bien clairement la montre en train d'être volée et machin. Donc voilà, il y a des gens qui volent des montres vite fait. C'est ce qu'on a vu de pire. Les violeurs, les agresseurs, les machins, enfin tout ça, ça passe quasi inaperçu. Vite fait, on nous parle à un moment de je sais plus comment ça s'appelle, des gens qui vivent dans la maison des autres. Et apparemment, le seul truc, leur code d'honneur, c'est qu'ils doivent laisser les occupants en vie et les laisser reprendre leur maison une fois qu'ils ont fini de squatter, et ensuite ils s'en vont. Et du coup, ça paraît pas si méchant que ça, quoi. C'est limite quelqu'un s'impose chez toi pendant une semaine et après il part, il vole rien, je sais pas s'il vole quelque chose, c'est même pas dit justement dans l'histoire. C'est ça le truc, c'est contre quoi se bat Vidocq? Bah, le crime, comme ça. Pourquoi est-ce il faut absolument qu'il y revienne maintenant? Est-ce que c'est la merde? Est-ce que c'est machin? Est-ce qu'on lui a demandé? Non. Il a l'idée, comme ça. À un moment. Pour se tirer d'affaire pendant un truc, mais, enfin, c'est Vidocq, quoi, le roi de l'évasion, il se casse, il va ailleurs, et c'est bon, quoi. Donc sa lettre, tu sais pas trop à quoi ça sert, et puis tu te dis que ça va être compliqué de la recevoir quand même. Donc voilà, le danger, le bien pour lequel notre héros, qui est censé être vertueux, plus ou moins vertueux, Vidocq, mais le bien pour lequel notre héros se bat, n'est pas vraiment illustré, parce qu'on n'illustre pas trop le mal, en fait. Et quand on l'illustre, c'est uniquement dans son milieu à lui. Et au final, ça a même l'air... Ça a même l'air de pas voler très haut. Ils sont en train d'admirer le personnage de Polichinelle. Vous savez, Polichinelle, c'est un personnage qui a été créé, je crois que c'était un personnage de théâtre ou de marionnette, un truc dans ce genre-là. Enfin, ou théâtre de marionnette. Théâtre ou théâtre de marionnette, c'est ce que je veux dire. Et du coup, ils font un peu fantoche comme menace, presque. Ils sont dans leur truc, en train de jouer les durs, en train de rigoler entre eux, en train de machin, en train de se menacer. Mais au final... Enfin, ils font pas grand chose, et puis ils tournent au-dessus d'un polichinelle, donc c'est pas très menaçant quand même. Et s'ils avaient gardé Maillard pendant tout le film, là, à la limite, il y aurait eu une tension qui aurait été gardée jusqu'à la fin. Mais non. Et puis alors, ils s'en débarrassent, mais comme une merde, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression que c'était... je pense que du coup, c'est fait pour surprendre, quoi. C'est fait genre, ah, vous pensez que ça allait être méchant, et ben non, ce serait un autre. Ouais, ce serait bien que l'autre, il ait été aussi bien introduit que le premier, en fait. Parce que sinon, ça sert à rien de changer au milieu. C'est quand même très emmerdant, quoi. Et pour moi, le dernier point qui fait que tout ça ne marche pas, c'est-à-dire que même si vous arrivez à rentrer dans le truc, c'est pas bien joué. Enfin, en tout cas pour les rôles principaux, c'est-à-dire et étonnamment, c'est-à-dire les meilleurs acteurs, Vincent Cassel, Olga Kurylenko, alors il y a la nana qui joue, donc elle est pas très connue, Freya Mavor qui est pas très très convaincante non plus, mais c'est un des rôles titres. Et par contre, tous les rôles secondaires ou tertiaires, là, ça passe. Y a un mec qui s'appelle Denis Ménochet, ça fait plusieurs films que je le vois apparaître, il est toujours très bon dans ses films, il a vachement de trucs. Fabrice Lucchini, il arrive à ne pas être en Lucchini, il arrive à être en personnage, donc voilà, à la limite. Et James Tyree, pour les personnages principaux, c'est le seul que je trouve vraiment bien joué. Patrick Chenet, oui, pour le coup, joue extrêmement bien. Mais alors tout le reste,
c'est pas crédible, et en bonne partie parce que c'est un français qui est beaucoup trop lettré et beaucoup trop parfait. Limite, il y a même pas de contraction quand il parle, en fait. Il y a un truc qui passe pas du tout dans une bonne partie du jeu d'acteur, sans qu'il soit catastrophique, hein, je dis pas que c'est un niveau collège ou quoi que ce soit, c'est juste que tu sens que c'est pas vivant en fait. Tu sสque c'est pas ouais, il y a pas la réelle émotion en fait, il y a pas le vrai jeu derrière. Et c'est assez emmerdant. Un petit truc vite fait, mais pour dire qu'il y a beaucoup de choses du coup qui ont du mal à marcher. Le film se fait beaucoup chier au début à nous faire tout un résumé en fait de la vie politique française et des histoires de conquête napoléonienne et tout ce qui s'ensuit, et de la République et de l'Empire, etc., etc. Ça ne sert jamais dans le film. Les personnages ont quelques histoires par rapport au changement de régime et par rapport ils ont plus ou moins de respect pour la France, et que ce soit pour la République ou pour l'Empire, mais ça ne sert absolument à rien dans l'histoire. Alors ça me permet de parler d'autre chose. Parce qu'il y a un autre film qui a été fait sur Vidocq, dans lequel également on parlait vite fait d'un contexte historique, c'était 1830, la Révolution, et c'était pas essentiel dans le scénario. C'était pas essentiel, mais c'était toujours en toile de fond. C'est-à-dire que c'était une enquête par rapport à l'univers de Vidocq, mais qui était à faire dans l'urgence, parce que justement la ville de Paris était en train de se soulever, et du coup c'était compliqué. C'était dans ce film qu'on a conspué, sur lequel on a chié depuis qu'il est sorti, et ben n'empêche, je suis navré, il fera plus d'entrées que l'Empereur de Paris, j'en suis presque sûr. Il a fait 1,8 million, je crois, quand il est sorti. Et c'était plus intéressant à regarder. Et même cette question historique, cette question du contexte, servait quelque chose de plus intéressant dans Vidocq que dans l'Empereur de Paris. Donc, ça me fait plaisir quelque part parce que je défends ce film depuis très longtemps et j'aimais beaucoup cette période du cinéma français où on a essayé de se réveiller d'un coup et en fait ça a été complètement rejeté. On a détesté le style et l'esthétique du film, mais pas vraiment le public à vrai dire, parce que le public était plutôt d'accord, c'est plutôt les critiques qui n'ont pas aimé. Et maintenant, enfin voilà, maintenant ça y est, on a fait le film réaliste, plus terre à terre, plus machin, moins hollywoodien, et ben c'est chiant. Donc voilà, c'est peut-être beaucoup plus proche de la vraie histoire de Vidocq, il n'y a pas d'alchimiste, il n'y a pas de trucs fantaisistes, etc. Mais n'empêche, c'était quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus divertissant et beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, t'as l'impression qu'ils s'en sont rendus compte, qu'ils avaient mal traité le personnage ou qu'il avait pas de grand intérêt à être là. Et il y a du coup une scène entière sur Vidocq qui va faire un grand discours aux bagnards. En leur disant je vous dois rien et machin, etc., etc. Et je sais pas à quoi sert cette scène dans le film. À part exposer qui était Vidocq, ce qu'on sait a priori vu le moment où on est dans le film, ou si on va voir le film même tout bêtement. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir cette scène-là dans le film en fait. Elle sort vraiment de nulle part et tu vois pas le rapport entre cette scène-là et ce qui s'est passé avant. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Et ça avait surtout beaucoup plus de gueule. C'est censé être un blockbuster à la française, ce genre de film, parce qu'il a coûté de l'argent et c'est un truc qui était compliqué à mettre en place. Le truc c'est que, au final, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Ce qui est super chiant, c'est les décors. Et ce qui leur a posé problème, c'est tourner à Paris plutôt que d'aller tourner à Prague, comme font presque toutes les productions françaises qui veulent faire des films d'époque. Mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à faire, les films d'époque, parce que c'est un peu la spécialité française. Faire des films de costumes, de cap et d'épée, de machin genre là, enfin on sait très bien faire ça, on a toujours eu le talent pour faire ça, et on a encore des vieilles réserves de vêtements et de fringues qui servent régulièrement, et à ce genre de choses. Donc en fait, les films d'époque, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire en France, et je veux dire, pour ce qu'ils ont fait, tu sens pas trop le blockbuster, quoi. Vous avez vu les plans sur le vieux Paris, dans la bande-annonce, etc. Il y en aura pas plus dans le film. Tous ceux que vous avez vus dans la bande-annonce sont ceux qui seront dans le film, et ils n'ont aucun intérêt narratif dans le film. C'est juste pour te dire, eh ben, on est à cette époque dans Paris, donc voilà le Paris de l'époque. Donc voilà un plan sur l'Arc de Triomphe en construction. Ok, génial, ce sera le seul de tout le film. Il y en avait un vite fait à la fin, mais il sert à rien non plus. Et l'histoire a rien à voir avec ça. Et j'ai même envie de dire, on sent jamais vraiment qu'on est à Paris, parce qu'ils font souvent des plans larges, mais c'est des plans larges sur, vous savez, c'est l'ancien Paris. L'ancien Paris, c'est des petits villages qui sont rattachés les uns aux autres, etc. Donc tu fais un plan large là-dessus, bah tu vois juste un plan large d'un petit village français, et en fait, j'ai même pas senti qu'on était à Paris pendant le début du film. Je pensais qu'on était encore en province quelque part, je savais pas qu'on était revenu à Paris. C'était vraiment presque impossible à sentir, quoi. Et c'est en bonne partie parce que y a
très peu de plans assez larges comme ça sur Paris, c'est toujours des plans qui sont assez enfermés, dans des décors qui sont assez restreints, avec assez peu de lumière, parce qu'ils essaient de faire une lumière réaliste en plus. Donc genre quand Vidocq se promène dans la rue, il y a l'éclairage public de l'époque, c'est l'éclairage public, c'est 3 bougies tous les 3 mètres, enfin c'est que dalle, donc il y a une quasi-pénombre totale quand on voit Vidocq dans la rue, et c'est vraiment les quelques lumières qui débarquent de l'intérieur des maisons qui arrivent à l'éclairer plus ou moins pour qu'on voit quelque chose. Ce qui est intéressant en travail de lumière, mais ce qui est beaucoup moins intéressant en travail de grand spectacle, en travail de blockbuster, en travail de faut que l'argent se voit à l'image, quoi. C'est quand même très compliqué. Tu vois souvent genre une impasse, vite fait une rue, vite fait un petit machin, mais c'est pas non plus le truc le plus extraordinaire du monde, et c'est pas quelque chose qui te fait sentir l'argent qui est derrière, parce que c'est quelque chose que c'est du vieux bois, c'est de la paille, c'est des trucs dans ce genre-là. Enfin, c'est pas le genre de truc qui sent à l'écran le côté grand décor, quoi. Donc si t'en mets pas sur des très très vastes décors, sur des très vastes champs, et si tu l'utilises pas à fond, bah tu le sens pas vraiment, quoi. Et donc il manque tous ces plans grandioses sur Paris, il manque certains plans d'illustration qui avaient beaucoup plus dans l'ancien Vidocq, et qui là vraiment viennent à manquer, parce que bah si on n'a pas vraiment des personnages intéressants ni une intrigue intéressante, si le cadre est même pas intéressant non plus, au bout d'un moment ça fait compliqué de trouver quelque chose auquel se rattacher dans le film en fait. Les décors font très cheap, les décors font très restreints. Le repère par exemple de Maillard, c'est 4 murs avec vite fait un petit lustre au-dessus qui essaie d'éclairer. Les plans sont des plans qui essaient d'être larges, mais l'espace est restreint et la focale est pas très grande, donc ça reste quand même restreint. C'est en scope en plus, donc c'est pas comme si t'avais un champ de vision vachement haut qui permettrait en plus d'ouvrir un peu plus. C'est plutôt restreint, plutôt confiné. Les plans sont jamais extrêmement larges, et il se passe rien, quoi. La plupart du temps ils sont fixes, et quand ça bouge, mais attention, faudrait pas que ça bouge trop quand même, hein, parce que les caméramans français, ça fatigue vite. Je dis ça parce que, enfin, il y a des plans, par exemple, quand on commence à avoir une scène d'action, tu vois, une scène d'action, scène de baston, ou scène où on doit se planter avec des flingues, ou scène où on doit tirer, tu te dis, ah, quand même un peu action. Donc là, on passe en caméra épaule, pour que ça bouge un peu plus, qu'il y ait un côté un peu plus viscéral, un peu plus humain, quoi. On sent que ce soit des mouvements un peu plus saccadés, que ce soit des trucs qui sont un peu plus forts, et bah, la caméra reste en place, et elle bouge comme ça. Donc t'as l'impression que le mec a Parkinson, mais à part ça, alors je fais ça parce que il y a la poignée en fait au-dessus de la caméra pour pas qu'elle tombe, et ensuite tu la soutiens par le bas. C'est la position pour tenir une caméra épaule, c'est toujours la sécurité par le dessus. Je suis navré, c'est les réflexes professionnels. Donc ils se font vraiment comme ça, quoi. Ils sont en train de filmer caméra épaule, et c'est pas vivant, quoi. Où tu sens le truc qui essaye de se la jouer américain, de se la jouer dynamique, mais qui l'est pas, quoi. C'est le tout premier plan du film est comme ça. Le tout premier plan, c'est on voit un rat qui est en train de bouffer, et puis il y a un mec qui bute le rat. Alors c'est probablement un jump cut, hein, parce qu'on ne tue pas les animaux pour de vrai au cinéma, mais bon, peu importe. Il tue le rat, il le récupère, et il arrive sur le côté de l'image comme ça en faisant qui en veut, qui veut le bouffer. Et à ce moment-là, juste derrière lui, t'as Vidocq qui est balancé dans les escaliers et qui se casse la gueule. Et en fait, au lieu de genre se retourner voir le truc et puis ensuite trouver un moyen de se cacher de façon un peu erratique, ça fait un peu comme un clip de musique, si vous voulez. C'est le mec qui est sur le côté de l'image, il voit Vidocq, et petit à petit, il se décale comme ça, bien doucement et bien gentiment, et de façon bien fluide. Et le plan est raté, du coup, quoi. Tu sens, à la base, le mec voulait faire un plan super vivant où tu vois, il y a la vie des mecs qui sont enfermés, et puis d'un seul coup, il y a Vidocq qui débarque et machin. Et en fait, non, ça fait ultra chorégraphié, ultra esthétisé, et du coup, très faux, quoi. Et la plupart des plans sont quand même comme ça, quoi. Et quand il y a des mouvements, ils paraissent pas ultra intéressants ou forcément très importants. Il y a beaucoup de plans, ils essaient de faire des plans en grue qui essaient d'avoir un peu de gueule, mais la plupart du temps, c'est quand même très laborieux. Il y a un plan où ils suivent Annette dans toute une rue, et ça passe en plan zénital au-dessus du pont quand elle traverse le pont, et une fois qu'elle a traversé le pont, la caméra vient se mettre quasi au ras du sol pour voir le pied de quelqu'un qui est en train de poursuivre Annette dans la rue, qui débarque sur le côté de l'image. Et le plan est pas intéressant, en fait. Narrativement, le plan raconte rien, il n'y avait pas besoin de faire ce mouvement zénital aussi étrange. Et au lieu de lui donner de la gueule, au final, ça fait plus artificiel, en fait. Il y a d'autres plans comme ça qui sont... Il y a un personnage de Baronne qui discute, et ils essayent de faire toute la discussion en quasi plan séquence, mais au lieu de se concentrer sur la Baronne, ils se concentrent sur un bouquin qu'elle sort d'une bibliothèque, et qu'elle pose ensuite sur une table, et une fois qu'elle aura posé le bouquin sur la table, là, la caméra va se relever et essayer de la cadrer au niveau du visage, mais à ce moment-là, en fait, elle va se lever, et au lieu de on va la suivre, plus ou moins,
Mais en fait, l'axe sur lequel tourne la caméra, c'est le verre de vin de la baronne. Me demandez pas pourquoi. Le gars a décidé, je vais m'axer sur le verre de vin de la baronne, et donc la caméra tourne en suivant l'axe selon l'axe de verre de vin, et finit donc par retrouver la baronne dans le décor quelque part. Mais pourquoi est-ce qu'on a suivi le bouquin et le verre de vin, quoi? Tu comprends pas exactement pourquoi c'était là et quel sens ça avait. Et il y a plein de mouvements comme ça où tu vois les trucs et tu fais mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il essaye? Il essaye juste de faire un mouvement qui soit un peu classe et un peu particulier. Bah si c'est le cas, c'est bizarrement foutu, quoi. Alors pareil, dans les plans qui servent pas à grand chose, il y a un moment où il y a un incendie, et pareil, il le filme en plan séquence, donc au départ on voit la maison qui est en train de cramer, il y a Vidocq qui rentre à l'intérieur, la caméra se rapproche d'un étage, et quand Vidocq va sortir, tu sais pas pourquoi, d'un seul coup la caméra tilt à 90 degrés, ou peut-être un peu moins, genre 75, 70, enfin pas un angle complet, et d'un seul coup il suit le personnage comme ça, avec un angle de biais, jusqu'à ce qu'il descende. Et quand il descend, il revient droit. Et tu fais, pourquoi t'étais en biais pendant toute la séquence où il descend? Enfin c'est... Donne-moi une raison, quoi. Explique-moi pourquoi la caméra tilt quand le personnage est en train de sortir du truc en feu. Enfin, c'est... Qu'est-ce que c'est censé essayer de faire comprendre? Il y a une autre scène comme ça qui est plus réussie, c'est un moment où le commissaire de police est en train de parler avec Monsieur Henry. Et pareil, toute la scène est un plan séquence qui suit en fait le personnage de Henry qui se promène absolument partout dans son bureau et qui du coup la caméra doit constamment faire des panoramiques, bouger, faire des travelling circulaires au-dessus des bureaux, des machins pour essayer de l'avoir tout le temps dans le cadre. Et là pour le coup le plan est beaucoup plus dynamique. Comme on est vraiment concentré sur le personnage et juste le personnage, bah ton œil se perd pas et donc du coup tu continues à suivre vraiment l'action. Et tu sens que le personnage en plus de Henry est travaillé dans cette scène-là et qu'il a plein de choses dans sa tête, etc. Donc il y a un côté logique à ce que la caméra bouge. Mais c'est pas toujours le cas. Une autre scène aussi où c'est les plans ont beaucoup plus de sens et c'est vachement plus intéressant, même si c'est un peu facile. Il y a un personnage dont on comprend qu'il a deux visages, qui manipule un petit peu, et pour ce faire, dans la scène où on le découvre, on va ne filmer le personnage qu'à travers des miroirs. Et le premier miroir à travers lequel on va le filmer est déformant. Donc ça montre qu'il y a un côté monstrueux qui en fait est caché derrière ces apparences bien propres. Et ensuite il y a des surcadrages à l'intérieur de miroirs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs miroirs qui sont posés au même endroit, et les personnages en bougeant dans le décor vont se refléter dans un miroir et pas dans l'autre, et donc chacun va être dans la même pièce mais redécoupé par les cadres du miroir, donc chacun dans son côté en fait, dans sa situation, et comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça retranscrit exactement ce qui se passe dans la scène. Ils sont séparés, ils sont pas dans le même cadre, ils sont pas d'accord. Donc il y a des plans comme ça qui marchent, il y a des plans comme ça où ça marche très bien et où tu comprends absolument tout ce que tu dois comprendre, mais c'est pas la majorité des cas, et généralement quand ils arrivent, ben c'est un peu trop tard, quoi. Ça fait un peu trop longtemps qu'on a suivi le truc et qu'on s'est un peu désintéressé du problème. Mais vraiment il y a des fois où tu comprends pas les plans. Il y a un moment où Vidocq est fait prisonnier, à tort alors qu'il a rien fait, et la scène démarre sur un énorme gros plan de sa bouche qui hurle « Je suis innocent !» Et ensuite, t'as un gros plan sur les mains menottées ensuite, et après tu reviens à la scène. Et tu fais, mais pourquoi tu viens de faire un montage comme ça? Pourquoi tu viens de faire ce gros plan insistant sur la bouche quand le mec est en train de dire je suis innocent, comme si, enfin, t'as l'impression que ça aura plus d'impact comme ça? C'est au contraire, enfin, mets-nous le personnage dans son contexte, montre-nous le personnage entier, enfin, pourquoi c'est des espèces d'effets de style comme ça, qui semblent sortir de nulle part et qui n'ont aucun intérêt à être là et qui sont très bizarres, qui font un peu, même un peu vieillot, quoi. C'est pareil, il y a un effet, à un moment, il y a un dézoom bien fat dans une scène où Vidocq empêche un crime d'avoir lieu, et d'un seul coup la caméra dézoome pour remettre en contexte quand je crois que c'est une cavalerie un carrosse qui se fait arrêter sur un chemin ou un truc dans ce genre-là, et d'un seul coup on dézoome pour arriver au truc et tu fais ouh, vraiment un dézoom comme ça. Donc c'est pas qu'il soit dégueulasse, un zoom en lui-même c'est pas très esthétique, et c'est juste pourquoi tu mets ça là en fait. Enfin c'est des effets très criards, mais et il attire l'attention du coup sur des effets qui sont généralement les effets sur lesquels il faudrait pas attirer l'attention parce qu'ils ont pas vraiment de sens en fait. Ah. Donc il y a des bonnes idées, il y a de l'inspiration, il y a des choses bien faites, mais je suis désolé, je me suis ennuyé fortement pendant tout le film. Et je n'ai aucune envie de revoir ça, quoi. C'est... Non merci. Sans façon. Donc voilà, si ça vous branche, si vous êtes passionné d'histoire, si vous êtes passionné par le personnage de Vidocq, un truc genre là,
pouvez toujours tenter le coup, hein, mais a priori, je pense que vous allez vous faire chier. Je trouve que c'est vraiment pas très très intéressant. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!